Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Jonathan a toujours été fasciné par le Liban et avait envie de découvrir ce pays qui l'attirait de par son histoire, sa gastronomie et sa culture. Alors le jour où il décide de partir seul pour souffler un peu, ce pays s'impose à lui comme une évidence. Ensemble, on revient sur cette atmosphère à Beyrouth qui l'a conquis dès son arrivée, ces rencontres qui l'ont chamboulé et ces lieux mystiques qui l'ont envoûté. Ce voyage a été l'occasion pour lui de souffler, d'assouvir cette curiosité pour ce pays, mais aussi de trouver l'inspiration et la motivation pour donner une seconde vie à ses écrits. Car oui, Jonathan est passionné par l'écriture depuis toujours, un véritable exutoire dans lequel il apporte une réflexion sur des sujets de société. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ce beau projet qui est né de ce voyage à Beyrouth et de son amour pour les escapades à travers le monde. Car comme Jonathan le dit si bien, il est de ces voyages qui vous changent, qui vous transforment, qui font que vous n'êtes plus le ou la même personne lorsque vous en revenez. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Jonathan. Salut Adèle. Bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup de m'inviter. Avec grand plaisir, j'ai été tout de suite happée par ta proposition de voyage, surtout avec le Liban. C'est un pays dont on n'a encore jamais parlé dans le podcast, donc ça c'est toujours super plaisant d'avoir des propositions de pays qui changent un petit peu de ceux qu'on a l'habitude d'entendre. Donc je vais commencer par te demander de te présenter pour les auditeurs, donc nous donner ton prénom, ton âge, d'où est-ce que tu viens en France et nous parler un petit peu de ton parcours pro en quelques mots. Super, merci beaucoup. Alors je m'appelle Jonathan, j'ai 35 ans. Je suis originaire de Dijon. J'ai étudié un petit peu dans plusieurs villes, à Lille, à Paris, et depuis 2009, j'habite à Bruxelles, où je travaille. Donc je suis expatrié, même si je suis pas très loin de la France. Voilà, et je suis passionné de voyage depuis très longtemps. Ça s'est un petit peu calmé quand même avec la période qui a commencé en 2020, mais le voyage fait vraiment partie de mon identité, je dirais, et puis aussi dans le cadre de mon travail, j'ai été beaucoup amené à voyager. Donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, je travaille dans les affaires publiques européennes, un métier souvent obscur, qu'on appelle aussi le lobbying. Voilà, c'est des relations publiques, et j'étais en charge des affaires internationales pour une organisation, et donc j'étais souvent amené à voyager même en dehors d'Europe, ce qui est quand même assez rare dans ce genre de métier à Bruxelles. On voyage beaucoup en Europe, mais en dehors de l'Europe, assez peu. Donc j'ai eu vraiment cette chance depuis 2013 de pouvoir voyager très loin, assez régulièrement. Et ça m'a vraiment ouvert à beaucoup d'autres cultures, beaucoup d'autres pays. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'origine de ta passion du voyage ? Est-ce que toi, c'était dès l'enfance, avec ta famille Comment c'est venu tout ça ? Alors, j'ai effectivement pas mal de beaux souvenirs de voyages en famille. Quand j'étais vraiment petit, c'était plutôt des voyages en France, le ski, la mer, etc. Et j'ai quand même fait de très beaux voyages à l'étranger avec mes parents.
États-Unis, Grèce, Turquie, voilà, j'ai beaucoup voyagé avec eux, mais je dois dire que ma pratique vraiment du voyage s'est accélérée une fois que j'ai eu ce travail-là et que j'ai vraiment goûté à ça. Maintenant, l'envie de voyager, l'envie de découvrir d'autres cultures, d'autres modes de vie, d'autres gastronomies, ça c'est quelque chose, j'ai l'impression que je porte en moi depuis très longtemps. Mon père est d'origine vietnamienne, donc j'ai toujours eu aussi cette biculturalité, on va dire, euh, qui m'a toujours donné une certaine ouverture sur l'ailleurs et qui a toujours créé un attrait pour l'ailleurs. Donc je pense que par mon histoire familiale, j'ai aussi un petit peu cet appétit de découvrir de nouveaux pays. Et t'es déjà allé au Vietnam, du coup, si t'as de la famille là-bas? Alors j'y suis allé 3 fois en tout. J'ai de la famille très éloignée. Je ne parle pas le vietnamien moi-même, donc euh, la communication est quand même pas évidente, on va dire. Donc la famille n'est plus vraiment un facteur, disons pour moi, pour y aller. Mais mon père, par contre, y retourne depuis qu'il est à la retraite tous les ans. Et j'ai découvert plusieurs régions en fait au cours de mes 3 voyages. Et pour moi, c'était vraiment important de comprendre un peu d'où je venais, de découvrir ce pays dont j'avais quand même beaucoup entendu parler et de découvrir aussi son histoire parce qu'il y a quand même une histoire assez complexe qui d'ailleurs nous lie aussi un petit peu au Liban, puisqu'il y a une histoire de guerre civile, etc. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'ai aussi eu cet attrait pour le Liban. Mais voilà, le Vietnam, j'y suis allé 3 fois pour l'instant et je compte bien y retourner pour approfondir parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir. C'est sûr. Et en plus, enfin, j'ai enregistré une discussion il y a quelques mois avec Thibaut, qui lui est marié avec une Vietnamienne, puisqu'il a fait ses études au Vietnam et finalement bah, il n'est jamais rentré en France. Hmm. Et ils ont fait plus de 16 000 kilomètres à vélo, ils se sont donné le défi pour leur lune de miel de faire France-Vietnam Waouh! en vélo. Ah oui, ça Donc c'est voilà, si vous incroyable. êtes intéressé par le Vietnam, on n'en parle pas énormément, mais c'est toujours en fond. Donc si vous avez Hmm. envie d'écouter ça, c'est l'épisode 74. Je te propose que tu nous dises quel type de voyageur tu es, toi. Alors c'est une question intéressante parce que je suis pas. Alors je sais déjà ce que je ne suis pas. Je suis pas un voyageur sac à dos, on va dire, qui voyage bon très très simplement. J'ai beaucoup voyagé de manière assez balisée, je dois dire. Euh, et peu à peu, je m'en suis quand même libéré. Euh, j'ai commencé à arriver dans des pays sans avoir forcément de plan prévu pour me laisser un petit peu aller aux envies du moment, découvrir au gré des rencontres aussi. Mais ça m'a demandé quand même des efforts. Traditionnellement, j'aimais bien que tout soit assez organisé à l'avance, alors organisé par moi-même hein, en général. Mais voilà, déjà prévoir mon itinéraire, ce que je veux voir, quels sont les must-do, les must-see, etc. Aujourd'hui, je dois dire, avec le recul et avec bon, bah, les 2 dernières années et ce qui s'est passé, je ne voudrais plus voyager comme ça, vraiment. Euh, et je ne voudrais plus voyager dans cette perspective parfois qui était un petit peu superficielle aussi, où on veut voir beaucoup de choses parce que c'est les choses à voir, mais finalement on n'a pas le temps de s'imprégner d'un lieu. On n'a pas le temps de vraiment s'imprégner de l'âme ouais, d'un lieu. Donc aujourd'hui, j'ai tendance à faire beaucoup moins de choses, mais beaucoup mieux d'une certaine manière. De prendre vraiment plus le temps. Euh, Presque d'avoir une sorte de quotidien, d'expérimenter une sorte de quotidien sur le même lieu pendant plusieurs jours pour vraiment le vivre comme le vivraient les locaux, je dirais.
Mais ça, c'est un petit peu avec le recul aujourd'hui aussi. Ouais, bien sûr, c'est ça. Mm. À force, oui, je pense de toute façon, être voyageur, c'est une évolution, hein, par rapport déjà aussi aux choses qu'on va voir, aux rencontres qu'on va faire. C'est un état d'esprit qui est en sans cesse évolution, je pense. On va rentrer dans le vif du sujet. On va parler du Liban. J'aimerais déjà que tu nous dises, avant d'y aller, est-ce que tu avais un attrait quelconque pour le Liban? Comment est-ce que t'en avais entendu parler? Bon, bah, pas comme si c'était un pays dont on n'entend pas parler non plus, mais c'est vrai que c'est pas un pays dont on parle tous les jours. Enfin, on en a parlé là, on en parle un petit peu là depuis bah, qu'il y a eu cette explosion là, notamment qui a créé une crise assez énorme au Liban. Mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur peut-être aussi ta perception de ce pays avant de t'y rendre? Alors, quand j'y repense rétrospectivement, je me dis quand même, c'était effectivement pas le choix le plus évident aux yeux des gens de se rendre au Liban, c'est clair. Euh, c'est le genre de pays qui à la fois attire parce que on est tous en contact avec la culture libanaise. Il y a tellement d'immigration libanaise, notamment suite à la guerre. En France, c'est quand même partout le cas, notamment dans les grandes villes. Qui ne connaît pas la cuisine libanaise? Bon, c'est à la fois, il y a cette gastronomie connue, etc. Et en même temps, c'est un pays qui est très méconnu. Et puis qui souffre quand même d'une mauvaise image. Alors là, moi, je parle de l'époque où j'y suis allé, donc c'était avril 2019. Il y avait quand même cette peur chez les gens à qui je disais que j'allais au Liban, de la situation sécuritaire, par exemple. Voilà, il y avait une sorte de d'incompréhension. Et moi, ce qui m'attire beaucoup, bon, il y a beaucoup de choses, mais déjà, j'ai un attrait pour la région que je me suis jamais totalement expliqué. La région du Moyen-Orient, je trouve que c'est assez fascinant au niveau de l'histoire, au niveau des influences. Le Liban, c'est vraiment un pays qui est au carrefour de tellement de cultures. Il y a eu tellement aussi de pays qui ont occupé le Liban et qui ont finalement façonné son histoire, sa culture, son art, sa gastronomie, etc. Je trouve que déjà ça, cet aspect-là est assez intéressant. En termes de géographie aussi, je trouvais ça assez passionnant parce que on dit que c'est le seul pays où on peut skier et aller à la mer la même journée en fait. Et donc voilà, c'est un tout petit pays, tout est proche, mais effectivement, se dire que le matin on est sur les pistes et puis ensuite on va se baigner, c'est assez sympa. Ça m'avait C'est marqué clair. C'est un quand programme j'en avais plutôt entendu. sympathique. Oui, tout à fait. La gastronomie, évidemment, me passionnait. J'ai toujours beaucoup aimé cette cuisine. Ma mère avait aussi une amie syrienne. Alors, bon, à un moment, Liban et Syrie ont été le même pays et donc j'avais aussi cette envie de découvrir. J'ai choisi le Liban aussi parce que j'avais pas mal de contacts sur Instagram. En fait, j'ai un compte qui à l'époque était pas mal construit autour du voyage, de mes explorations. Euh, et j'avais pas mal de d'abonnés libanais, dont certains vraiment très très sympas avec qui j'avais noué des liens virtuels donc, mais où je me disais bah tiens si jamais je vais au Liban, je sais que je pourrais rencontrer des gens. J'ai fait ça d'ailleurs dans d'autres pays, j'ai fait ça au Maroc. Aujourd'hui j'ai un très bon ami qui est venu en France depuis mais que j'avais rencontré comme ça, alors que je ne le connaissais que virtuellement. Euh, et ça peut paraître un peu bizarre pour certaines personnes aussi, mais j'avoue que moi, ça a donné lieu vraiment à de belles rencontres.
Donc voilà, c'est un petit peu cette dimension humaine, géographique, la gastronomie, et puis l'histoire, évidemment, un pays qui a vécu la guerre civile pendant 15 ans, comme donc le pays de mon père, le Vietnam, où il y a cette histoire de guerre civile, où il y a cette histoire de migration, d'exil. Il y a, je crois, selon certaines estimations, 14 millions de Libanais ou descendants libanais qui seraient à l'étranger aujourd'hui pour un pays qui, à l'époque, hein, maintenant je pense que la population a peut-être même encore diminué parce qu'il y a dû avoir encore une nouvelle vague de migration, mais 7 millions de personnes, donc c'est vraiment, je pense, l'un des pays où ce phénomène est le plus marqué, ce phénomène de migration, d'exil à l'étranger est le plus marqué. Donc, je trouve ça assez passionnant aussi. Où est-ce que tu en es dans ta vie personnelle, professionnelle, quand tu te dis, ben, allez, je pars au Liban? À ce moment-là, moi je suis en plein dans mon travail où je voyage un petit peu à droite à gauche, donc je suis dans cette espèce de d'effervescence tout le temps où en gros, j'ai un voyage à peu près tous les mois, ça n'arrête pas, mais j'ai envie de me prendre des vacances tout seul. Donc j'ai un compagnon depuis 2013. Mais à ce moment-là, j'ai envie de partir tout seul. J'ai envie de prendre du temps pour moi. J'ai besoin de me retrouver. Et je me dis, bah allez, je pars entre guillemets à l'aventure. Disons, je pars dans un pays insolite. Je choisis le Liban. Et j'ai bien fait. Parce que je pense qu'après ça aurait été très compliqué. À partir de quelques mois plus tard, ça aurait été très compliqué entre les troubles sociaux, la révolution, puis l'explosion et tout ce qui s'en est suivi. Et depuis, c'est une crise sans fin. Donc ça, c'est un aspect que je trouve aussi assez fascinant, c'est d'avoir choisi de visiter ce pays à ce moment-là. Alors que, ouais, quelques mois plus tard, ça serait devenu vraiment très compliqué, voire impossible, ou en tout cas, C'est ça. j'aurais pas du tout découvert le pays de cette façon-là, dans ces conditions-là, et même avec ce patrimoine-là, puisque l'explosion a quand même défiguré la ville aussi. Euh, j'ai visité notamment un musée qui a été complètement soufflé. C'était un magnifique musée du début du XXe. Donc, ça a un côté un peu vertigineux quand même de se dire waouh, j'ai vu des choses qui aujourd'hui ont disparu, en fait. Mais ça ne rend le voyage que plus précieux et plus, je sais pas, en tout cas, de l'ordre de la transformation. Donc là, tu décides de partir donc tout seul. Est-ce que tu as déjà fait ça, toi, partir en voyage solo? Alors, je l'avais beaucoup fait pour le travail, évidemment, partir à Tokyo, partir aux États-Unis, dans les pays du Golfe, etc. Je l'ai beaucoup fait. Et parfois, j'allongeais un petit peu la durée de mon Ah séjour, ouais. mais ça n'a jamais été au-delà de ça. C'est-à-dire, je me suis jamais dit, je pars vraiment pour une durée. Bon, là, c'était une grosse semaine. Je pars seul pour des vraies vacances dans un pays que je connais pas du tout. Comme ça, non, je l'avais jamais fait. Je l'avais jamais fait pour vraiment pour des vacances. C'était nouveau. Et depuis, je l'ai refait. Par contre, parce que je me rends compte que c'est une expérience complètement différente que quand on voyage avec quelqu'un, avec des gens. Alors après, ça dépend, hein, on peut être très tourné vers l'extérieur aussi, mais moi, c'est pas vraiment mon cas. Dans ce cas-là, je partage plus avec les personnes avec qui je voyage. Je suis peut-être moins ouvert à la rencontre. Et donc là, je me disais, allez, c'est le moment. Enfin, je sentais vraiment un élan, quoi, pour le faire. Et je voulais que ce soit ce pays-là. Ok, mais j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de tes premières impressions. Donc quand tu arrives à Beyrouth.
Alors, c'est assez marrant parce que le premier, je me souviens de mon premier vrai souvenir après avoir déposé mes valises à l'hôtel, etc. Je suis allé me mettre à la terrasse d'un café dans le quartier où je restais, qui s'appelle Hamra. Et c'est vraiment un quartier très très animé, qui était très commerçant. Bon, ça, c'est devenu un petit peu plus, un peu désuet, on va dire, mais ça reste un quartier très animé. Et j'étais là en terrasse avec mes guides de voyage que j'avais pas encore ouverts, ce qui était quand même assez incroyable pour moi de me laisser complètement porter. Et j'ai pris un café turc et là je me suis dit, bah voilà, c'est ça en fait le voyage, c'est ne pas forcément savoir, ne pas prévoir, écouter un petit peu ses envies, se sentir libre aussi. Et vraiment, ça a été un moment très marquant de mon voyage parce que c'était le premier moment où je me rendais compte que ça y est, j'étais là et j'étais seul aussi. Mais en même temps, j'étais vraiment heureux de m'être lancé dans l'aventure. Voilà, donc ça c'était mon premier souvenir. Beaucoup de bruit effectivement dans la ville. Ça m'a beaucoup marqué. Les embouteillages, vraiment. Il y a certaines heures notamment où c'était très embouteillé. Et en même temps, ce qui m'a tout de suite frappé, et c'est difficile à expliquer, mais je sais pas si tu as déjà visité des villes où tu les trouves pas vraiment belles, en tout cas pas de prime abord, mais il y a quelque chose qui te plaît parce que elles sont vraiment L'ambiance, vivantes. Ouais, il y a une l'atmosphère. ambiance, il y a une atmosphère, il y a quelque chose, tu n'arrives pas à expliquer pourquoi, mais il y a une vie vraiment intense et puis qui se communique en fait, je sais pas. Et ça, c'est vraiment une sensation que j'ai tout de suite eu. Et puis j'ai eu une très belle aussi première expérience par un ami d'amis donc que j'ai rencontré là-bas qui faisait partie d'un groupe de randonnée. Et ben je me suis fait embarquer dans un groupe de randonnée, j'ai pris un petit bus et je suis allé dans le nord, dans les montagnes, pour faire une randonnée avec un groupe. C'était que des Libanais là pour le coup, donc vraiment. Il y a pas mal de bus le week-end qui partent de Beyrouth et effectivement en une heure et demie, 2 heures, on est déjà loin, hein, on est dans les montagnes, etc. Pour découvrir la randonnée et c'était vraiment magnifique. C'était une expérience magnifique de se retrouver bah dans le bain quoi en fait, hein. Vraiment là pour le coup il n'y avait pas de touristes, c'était que des locaux et puis j'ai eu l'occasion un petit peu de ressentir aussi ce que les Libanais pensaient des Français et ce rapport à la France qui est quand même très particulier puisque en termes historiques les liens sont quand même assez ténus. Il y a eu quelques années d'un protectorat français je crois. Mais ça a laissé une empreinte énorme. Il y a une francophilie que je trouve vraiment incroyable. La plupart des jeunes, encore aujourd'hui, alors ça se perd un petit peu avec l'anglais, au profit de l'anglais, mais la plupart des jeunes, ou en tout cas des gens de 30 ans, 25 ans, ont étudié en français au lycée, au collège, etc. Parfois même, ils ont fait toutes leurs études en français. Et en même temps, ils n'osent pas parler français quand on se rencontre, etc. C'est assez marrant. Ils sont plus à l'aise avec l'anglais parce qu'ils ont arrêté de pratiquer la langue après les études. Donc voilà, et ça, je me suis vraiment rendu compte de ce lien et ce rapport très particulier avec la France lors de cette première journée où j'ai eu l'occasion de faire cette randonnée avec des Libanais. C'était vraiment très très étrange et même
ça m'est arrivé d'entendre que il regrettait le temps de ce protectorat français, ce que je trouvais extrêmement gênant à entendre. Euh, mais qui montrait, en fait, c'est ça qui était intéressant, ça montrait que déjà, donc en avril 2019, il y avait ce ras-le-bol du politique, ces frustrations énormes d'un système complètement englué. En octobre de la même année, c'est là que la révolution a commencé, en fait, que les gens sont descendus dans la rue. Donc, à peine 6 mois après, c'était le chaos total parce que il y avait toutes ces frustrations, toute cette colère, cette incompréhension. Et ça, je l'ai vraiment ressenti dès le premier jour aussi. Mm. Ah ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Bah, on va sûrement en reparler davantage. Mais juste avant, j'aimerais bien que tu nous dises, oui, est-ce que tu avais beaucoup préparé ce voyage avant? Ou est-ce que chaque jour tu te laissais un petit peu porter par ce que tu lisais et puis comment est-ce que t'as créé un peu ce voyage? Alors, la seule chose que j'avais prévue, c'était mon hôtel. Bon, c'est déjà pas mal. J'avais prévu... Je, ne- je ne voulais pas bouger de Beyrouth, en fait. En termes d'ancrage, donc en termes d'hôtel, etc. Parce que, Ça, et puis comme c'est après, un petit... niveau temps aussi. Oui, c'est ça. Et puis comme c'est un petit pays, je me suis dit dans tous les cas, je pourrais faire des excursions à la journée, mais j'avais pas envie de passer mon temps à bon prendre des bus, aller à droite à gauche sur une semaine. Je me disais ça va être un peu short. J'ai envie de goûter la ville au maximum et quitte à faire 2, 3 excursions sur la journée si j'ai envie. Donc la seule chose que je savais, c'est que j'avais un point d'ancrage à Beyrouth et le reste était ouvert. J'ai quand même décidé de passer par une agence de voyage qui est assez connue là-bas pour faire certaines excursions, notamment une excursion dans la vallée de la Bekaa, si je me souviens bien du nom, pour aller voir le site de Baalbek, qui est un site antique magnifique et très connu, mais qui est dans une zone que le ministère des Affaires étrangères à l'époque considérait comme à éviter, contrôlée par le Hezbollah. Et effectivement, bon, le trajet en bus, c'est un peu particulier, il y a des barrages, on voit des soldats, etc. Je me suis pas senti en insécurité, mais il y a un contexte assez particulier. J'avais pas envie de me lancer là-dedans tout seul. Donc pour ça, j'ai décidé de passer pour une agence et aussi pour aller dans les montagnes du mont Liban au nord pour aller voir les cèdres. Des cèdres très anciens, millénaires, je crois même pour certains. Bon, au final, j'ai pas tout à fait j'ai pu les voir que de loin puisqu'il y avait encore de la neige, mais c'était très beau aussi. Et là, je suis aussi passé par une agence de voyage. C'était quand même beaucoup plus simple. Ça permettait de faire plusieurs choses dans la journée. Donc, j'ai quand même opté pour une solution qui allait me faciliter la vie parce que j'avais envie que ce voyage soit quand même simple, mais tout en me laissant la liberté de me décider un petit peu la veille sur ce que j'avais envie de faire et si j'avais envie de faire une excursion ou non et où, voilà. Et ben, est-ce que tu veux bien nous raconter des souvenirs que tu as, de moments oui, qui t'ont vraiment marqué, et peut-être aussi quelques rencontres? J'ai fait, je pense, deux très belles rencontres de gens avec qui j'étais donc en contact sur les réseaux sociaux. C'était vraiment chouette de pouvoir concrétiser ça. On dit souvent des Libanais qui sont extrêmement chaleureux, extrêmement accueillants.
Et là, c'était vraiment ça en fait. C'était fou. Donc j'ai rencontré une première personne qui s'appelle Cabrianos et qui est issue en fait de l'immigration arménienne. Il y a énormément d'Arméniens qui sont venus au Liban suite au génocide. Lui m'a vraiment promené entre guillemets un petit peu dans les quartiers très sympas, le quartier de Gemayzé par exemple. Il m'a fait découvrir la chicha, qui alors là-bas est vraiment une institution. Donc c'est même pas forcément aller dans un bar à chicha, là c'est juste au restaurant, n'importe quel restaurant à des chichas. Il y a même des services de livraison de chicha comme Uber Eats, tu vois. Carrément. Ça, j'ai trouvé ça énorme quand il C'est m'a un autre level. raconté ça. Ouais, ouais. C'était vraiment, vraiment chouette. Et puis, il m'a emmené me voir l'exposition d'un de ses amis artistes qui avait représenté différentes villes du Liban avec des couleurs un petit peu pastel, rose, jaune, bleu, etc. C'était vraiment très très beau. Lui aussi, il se trouve que je l'avais sur Instagram, on s'était jamais vraiment parlé. Enfin bref, très très chouette comme rencontre. Je l'ai d'ailleurs revu. Et puis, il y a aussi un peu ce côté où, parce qu'on est considéré comme un invité, on nous paye le restaurant. Enfin, c'est assez fou, c'est même un peu gênant. Mais il y a vraiment cette notion de l'accueil. Et je pense que c'est très lié aussi à l'histoire du pays, à cette histoire de bouillon de culture, il y a quand même 18 communautés religieuses différentes au Liban. Donc c'est vraiment une mosaïque complexe, vraiment très très complexe. Et d'ailleurs j'ai pu aussi là ressentir quand même que bon bah l'histoire est toujours présente, voilà, notamment entre chrétiens, musulmans, c'est encore assez compliqué. Donc ça, c'était vraiment une belle rencontre avec lui. Toujours ce mélange de langues, on parle français, on parle anglais, bon, il parle arabe évidemment. Euh, donc c'était chouette, ça me rappelait un peu Bruxelles en fait aussi, ce mélange de langues perpétuel. Puis il y a eu une deuxième rencontre vraiment très chouette aussi. Euh, une personne d'Instagram qui m'a invité à son anniversaire. Donc je me suis C'est des retrouvé. personnes avec qui tu discutais Ouais, ouais, ouais. avant, en fait, que Ouais, tu avais rencontré sur les réseaux sociaux? Ok. ouais, exactement. Et donc, il m'a invité à son anniversaire qu'il organisait dans un bar. Et là, c'était aussi très drôle parce que je me suis vraiment retrouvé propulsé dans une soirée dans un bar qui est entre la bar et la boîte, on va dire. Et c'était de nouveau bon que des Libanais. Et puis là, c'était en plus la communauté gay. Donc c'était vraiment vraiment très chouette de découvrir ça, de découvrir comment eux vivent, comment ils vivent leurs différences, quels sont les endroits en fait de sortie pour que les gays puissent se retrouver. Donc ça, c'est quelque chose qui te touche particulièrement? En fait, ça m'a beaucoup ému. Il y avait deux bars à Beyrouth. Et bon, et puis des soirées à côté, mais il y avait deux bars et c'était vraiment une ville qui était reconnue pour une certaine forme d'ouverture de ce point de vue-là par rapport à d'autres villes ou pays de la région. Et depuis, il y a vraiment pas longtemps, l'un de ces deux bars a fermé. Donc, bon, pour nous, ça peut sembler un peu anodin comme nouvelle, mais
pour des gens qui ne peuvent pas révéler qui ils sont à leur famille, à leur communauté. Donc il y a la cellule familiale, mais il y a la communauté plus élargie, le voisinage, etc. Puis il y a la communauté religieuse. Euh, c'est quand même très très conservateur, hein, quelle que soit d'ailleurs la religion. Euh, Ça m'avait un petit peu affecté de voir la fermeture de ce bar. Et donc, cette soirée d'anniversaire, c'était vraiment un beau souvenir. Je me suis retrouvé à danser avec tout le monde. Bon, beaucoup de chansons que je ne connaissais pas, il faut être honnête. Mais il y avait beaucoup de joie. Et en même temps, ça m'a fait réfléchir aussi à ce qu'on peut vivre en tant que gay en Europe, en France, en Belgique, puisque c'est les pays vraiment que je connais. Et ça m'a vraiment frappé parce que je me suis dit que quand même si la situation est loin d'être parfaite dans nos pays, on a quand même aussi de la chance de ne pas avoir à se cacher, si on le souhaite, dans la rue, sans être inquiété par les forces de police, par exemple. Et que voilà, la situation peut rester très compliquée en fonction des milieux, etc., c'est sûr, mais quand même, un pays comme le Liban, on sent ce carcan religieux, culturel, etc., qui pèse sur la communauté gay, et ça m'a beaucoup ému, et ça m'a fait mettre en perspective beaucoup de choses de ma propre vie. Et je pense que c'est aussi pour ça que ce voyage m'a marqué. C'était vraiment une prise de recul euh, qui fait du bien, hein, je pense aussi. Quand on voyage, on prend du recul par rapport à sa propre vie. On on se rend compte aussi de la chance On qu'on a. relativise. Ouais, on relativise sur beaucoup de choses. Bon, quand je vais au Vietnam, c'est peut-être plus sur le niveau économique, sur le bien-être matériel, ce genre de choses. Encore qu'au Liban, maintenant, je pense que c'est un vrai enjeu aussi. Mais là, j'avais vraiment eu cette réflexion sur le sujet de l'homosexualité, comment c'est vécu. Ouais. Et est-ce que tu veux nous parler de moments aussi qui t'ont marqué? Il y avait quelque chose dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, qui a été la visite d'un musée, le musée Ouais. Sursock, qui est vraiment un magnifique musée de Beyrouth. Et de ce que j'en ai vu aujourd'hui, suite à l'explosion, il a été détruit. Et ça, c'était encore assez magnifique parce que j'étais là en train de euh, gravir une volée d'escaliers dans la rue pour aller jusqu'à ce musée. Et puis là, il y avait un Syrien et justement son copain autrichien qui étaient en train de prendre des photos, qui m'ont demandé de les prendre en photo. Et finalement, je me suis retrouvé à passer l'après-midi avec eux, à aller visiter le musée avec eux. Ça a été encore quelque chose de complètement inattendu et hyper chouette. Je les ai revus le lendemain soir. Voilà, la visite de ce musée pour moi, c'était à la fois la rencontre humaine inattendue et en même temps ce patrimoine qui a disparu, en tout cas tel que moi je l'ai vu. Je trouve que c'est un aspect assez fascinant aussi de se dire rien n'est immuable quand même dans le patrimoine. Je pense que nous du pays où on vient, on a l'habitude que le patrimoine soit considéré comme éternel d'une certaine manière, ou en tout cas on se dit qu'il va pas disparaître. Mais dans d'autres pays, c'est pas le cas. Et ça a été rétrospectivement, en tout cas, une sacrée claque. Donc ce musée m'a beaucoup marqué pour ça aussi. Mm. Et puis après, je dirais que la visite de la ville de Byblos aussi, qui a été fondée par les Phéniciens, qui est un petit peu
aussi à l'origine de notre civilisation, hein, quand même. C'était vraiment très beau aussi, un site magnifique au bord de la mer, avec plein de petites ruelles, de jolies petites maisons, plusieurs sites à visiter, antiques. Ça m'a beaucoup marqué pour ce côté paisible. J'aurais d'ailleurs aimé y passer plus de temps et je pense que si je retournais au Liban, je dormirais là-bas aussi pour vraiment m'imprégner du lieu parce que moi qui écris, ça m'a beaucoup inspiré. Voilà, il y a eu beaucoup de choses, le Mont Liban et les cèdres, ça c'est sûr, ça m'a beaucoup plu également. Et puis le village aussi de Gibran, le poète, qu'en fait beaucoup de gens connaissent et que moi je ne connaissais pas avant de faire mon voyage au Liban. Et là aussi c'est vraiment très beau comme site. Il y a les montagnes. J'ai visité un monastère qui était vraiment à flanc de roches. C'était très beau. Il y a vraiment de très très belles choses dans ce pays. Beaucoup de choses inconnues. Alors, il y a aussi beaucoup de choses que je n'ai pas faites, malheureusement. La ville de Tyr notamment. Voilà, il y a encore beaucoup de choses que j'aimerais faire si un jour j'y retourne. De quoi faire un autre voyage Ouais, bientôt. ouais, ouais, ouais. Et ben, je rebondis sur ce que tu viens de dire par rapport à l'écriture. T'écris depuis toujours? T'écris qu'est-ce que tu écris, on va dire quel Hmm. genre d'écrit, oui, tu produis? J'écris depuis assez longtemps, effectivement. Bon, quand j'étais adolescent, on était plutôt écrire la suite des histoires de ces héros, etc. Et puis, bon, peu à peu, j'ai commencé à écrire un peu de poésie. J'ai écrit des petits romans, bon, qui pour l'instant n'ont pas encore été publiés. Et il y a un an, j'ai lancé un projet qui s'appelle Des mots suspendus, qui est un podcast de création littéraire. Donc en fait, ce sont des textes que j'écris. Ça peut être de la poésie en prose, ça peut être vraiment des histoires. Chaque épisode est complètement autonome et indépendant des autres. Et l'idée, c'est vraiment de créer une sorte de pause dans le temps pour l'auditeur ou l'auditrice, de le faire ou de la faire voyager. Euh, alors moi, le voyage, c'est effectivement le voyage géographique, hein. Il y a beaucoup d'épisodes qui se passent d'ailleurs au Moyen-Orient. J'ai écrit un épisode sur le Liban et sur ce voyage au Liban qui s'appelle Beyrouth aux éclats. Mais je parle aussi de la Syrie, je parle du Vietnam, je parle du Canada. Donc le voyage, il est géographique, mais pour moi, il est aussi intérieur. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'aimais beaucoup euh, le concept de ton podcast, c'était que c'est se dire que en voyageant, il y a quelque chose en nous qui est transformé. Ça peut être parfois des petites choses, hein, quand on fait un voyage. Il n'y a pas besoin non plus que ce soit C'est la ça, révolution. exactement. Mais on revient pas tout à fait pareil quand même. En tout cas, moi j'en suis persuadé. Il y a cette dimension à la fois du voyage géographique et du voyage intérieur, qu'on retrouve vraiment dans les différents épisodes du podcast. C'est aussi un voyage immersif puisque je travaille avec un ingénieur du son qui fait tout un habillage sonore, qui propose des sons donc, ou des musiques. Donc c'est vraiment une expérience assez immersive. Une immersion auditive. Ouais, une immersion auditive et puis qui fait découvrir aussi de nouveaux points de vue. J'aborde les thématiques des migrations, de l'exil, de l'homosexualité, du racisme. Des sujets assez Ouais, forts, des finalement. sujets forts qui sont pas abordés sous l'angle polémique, on va dire,
mais plutôt pour donner à voir les points de vue de celles et ceux qui n'ont pas toujours l'occasion d'exprimer ces points de vue-là dans les créations ou les médias traditionnels, on va dire. Mais l'idée est toujours de créer une forme d'universalité, en fait, par l'empathie. Donc tout simplement que quelqu'un même qui n'a pas vécu, par exemple, la migration, l'homosexualité, le racisme, puisse se dire ah oui, d'accord, ok, je comprends mieux maintenant et en fait ça me parle. Et puis d'ailleurs, moi-même, j'ai vécu des choses qui, même si elles sont différentes, peuvent quand même s'apparenter à ça parce que j'ai aussi eu ce genre d'émotions, j'ai aussi... donc voilà. Et cet épisode sur Beyrouth, pour moi, il avait toute sa place en fait là-dedans, puisque c'est la première fois que je parle aussi ouvertement d'homosexualité et où je partage un petit peu ma propre expérience par le prisme de ce voyage au Liban. Il y a d'ailleurs plus récemment, en décembre, un autre épisode qui aborde le Liban, puisque donc en décembre, j'ai assisté à un concert d'une soprano et d'une harpiste à Bruxelles. Et elles organisaient ce concert pour lever des fonds, pour payer des instruments de musique aux étudiants du conservatoire de Beyrouth. Et j'ai été très 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 touché par leur chant et leur musique. Et j'ai écrit un texte là-dessus sur le pouvoir évocateur justement de la musique, le fait que cette musique peut nous transporter dans d'autres lieux, dans d'autres temps, etc. Et c'était un petit peu un jeu d'évocation, et j'évoque notamment le Liban, puisqu'il y a une chanson de Férouz, qui est la chanteuse la plus connue du Liban, qu'on entend encore beaucoup d'ailleurs là-bas. Et quand tu étais au Liban, donc toi, par exemple, c'était le soir que tu écrivais. Et qu'est-ce que tu écrivais? Tu écrivais tes impressions sur la journée? Alors oui, j'avais un petit carnet. D'ailleurs, j'ai rarement été journal intime, etc. J'ai toujours eu beaucoup de mal à m'astreindre à vraiment prendre des notes quand les choses me viennent, etc. Je suis quelqu'un d'assez sensoriel, donc j'aime bien vivre les choses quand elles se présentent, mais j'ai parfois un petit peu du mal à tout de suite essayer de saisir ça. Mais là, quand j'étais au Liban, oui, je l'ai fait. Je l'ai fait pour certaines impressions, certaines choses que j'apprenais aussi, parce que je me rendais compte que l'histoire du pays était tellement complexe euh, et que je voulais pas faire de faux pas au niveau culturel, au niveau religieux, etc. C'est quand même particulièrement complexe. Donc là, je prenais des notes. Ouais, je prenais des notes aussi par rapport à ce que j'avais fait. J'aime bien quand même garder un petit journal de bord de mes voyages. Savoir ce que j'ai fait, c'est important pour moi de pouvoir retracer un petit peu dans mon esprit quand même l'itinéraire. A posteriori, hein, en tout cas. Donc là, je faisais un petit peu tous les jours, je notais quelques impressions, quelques petites choses que j'avais apprises ouais, pendant la journée. Donc en fait, toi, t'as créé un podcast par la suite où, enfin, en gros, tu lis avec une ambiance sonore des textes que tu vas écrire en amont. Et donc, ce que tu as écrit au Liban, tu l'as retravaillé derrière pour après sortir ce podcast? Alors, le texte de l'épisode du podcast tel qu'il est, je l'ai écrit quand même vraiment a posteriori. Je l'ai pas écrit pendant mon voyage, même si je me suis servi évidemment du matériau brut que j'avais pu collecter. Oui. Je l'ai fait parce que c'était en plein Covid. C'est d'ailleurs en plein Covid que le projet a quand même émergé aussi. Hein. Bah, c'était impossible de voyager. Et ça m'a beaucoup affecté. J'étais tellement passionné de voyage que j'avais l'impression de me retrouver cloué au sol, littéralement. J'étais plus capable de prendre l'avion.
Et j'ai eu besoin de me replonger dans mes différents voyages et d'écrire sur mes différents voyages. Et d'ailleurs, au début, avant d'avoir ce projet de podcast, j'avais plutôt l'idée d'écrire une sorte de recueil de textes avec les lieux importants de ma vie et les lieux signifiants. Et il y aurait évidemment des lieux de vie, mais il y aurait aussi des lieux de voyage, des lieux que j'avais découverts pendant mes voyages et qui m'avaient un petit peu transformé. Et c'était vraiment dans cette perspective-là que j'ai écrit le texte Beyrouth aux éclats. Et puis ensuite, le projet de podcast a peu à peu pris vie. Alors comment ça t'est venu, cette idée? Le projet de podcast lui-même, c'est que quand j'avais cette idée du recueil de textes sur les lieux signifiants, importants pour moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je l'écris que pour moi ou est-ce que je partage? Et si je partage, est-ce que vraiment c'est sous cette forme-là que ça va pouvoir toucher le plus grand nombre? Mais c'est vrai que ça aurait pu être sous plein d'autres formats possibles finalement. C'était pas Ouais. obligé de... Enfin, l'audio finalement est un format Oui, parmi c'est un tant d'autres. format parmi beaucoup d'autres. J'avais eu des réflexions, mais plus de mon entourage évidemment à ce moment-là, qui me disaient ah mais avec ta voix tu devrais faire de la radio, etc. Bon, je me disais ok, je sais pas. Et puis en fait je me suis dit mais le podcast c'est pas une mauvaise chose parce que ça va donner une certaine accessibilité à mes textes. Ils vont pouvoir être écoutés au Canada, en France, ou bien au Liban d'ailleurs. Et j'ai beaucoup de Libanais qui ont écouté cet épisode. Ça leur donne une seconde Tout vie, à je fait. trouve, de transposer les textes Ouais, en tout audio à fait. finalement. Et puis c'est encore quelque chose qui est assez peu connu. Bon, il y a les livres audio évidemment, mais c'est encore assez peu connu. Les gens sont les gens qui aiment la littérature sont très à cheval sur l'objet livre. Alors que là, c'est vraiment une expérience complètement différente, où on lâche un peu prise, où l'imagination est stimulée, mais d'une autre manière, notamment avec toute l'ambiance immersive. Et donc je me suis dit, si je veux vraiment partager, si je veux pouvoir diffuser mes mots, c'est peut-être finalement un bon média. Et puis je pense aussi que la voix, elle a quand même un pouvoir aussi, en fonction des sujets qu'on aborde. Là, on est quand même sur des sujets qui sont assez profonds, assez existentiels. Et je pense que la voix, elle ajoute vraiment une dimension supplémentaire à ce qui est dit. Elle donne de la force à ce qui est dit, en fait. Donc, rétrospectivement, pour moi, le podcast, c'était vraiment le bon média. Et je dirais même que le podcast m'a permis de trouver ma voix. Et je ne préciserai pas l'orthographe, mais... Excellent. Oui, finalement, donc, parce que tu dis que ce voyage, tu l'as fait en avril Mhm. 2019, je Oui. me trompe pas. Donc finalement, ouais, un peu moins d'un an plus tard, il y avait le grand confinement de 2020. Et donc c'est là que ouais, tu te déprimes un peu de ce qui se passe, je pense comme tout le monde, puis notamment comme tous les voyageurs qui se disent mince, quand est-ce qu'on va pouvoir ouais, repartir avec ce besoin viscéral, je pense, d'exploration. Et donc tu repenses à tes voyages, notamment celui du Liban, et Mhm. tu te dis, allez, je lance un Mhm. podcast. Oui, exactement. Il y avait vraiment ça. Euh, Ce qui venait aussi un peu compliquer les choses dans cette période, en plus du fait que bon, on était confinés, je pouvais plus voyager. Ma sœur habite au Canada et donc se retrouver devenait impossible. Bon, en plus elle avait des enfants en bas âge, donc c'était quand même compliqué, mais ça devenait quand même compliqué de se retrouver. On savait pas quand est-ce qu'on allait pouvoir se revoir. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas revu depuis. Mon père était bloqué au Vietnam aussi. Il est resté bloqué jusqu'au mois de juillet, alors que normalement il rentre en avril. Bon, voilà, il a un certain âge.
Et toi, t'étais en Ouais, j'étais en Belgique? Belgique à ce moment-là. Et ma mère était en France, Ah, bah, dis donc. donc Oh là là, d'accord, ouais, tout le ouais, monde ouais. était... Et par... Oh là là, ça doit être Voilà, particulier. donc c'est pour ça qu'au début, j'avais cette idée d'avoir ce recueil sur les lieux signifiants, où j'aurais pu aussi parler du Canada, où j'aurais pu aussi parler euh, du Vietnam. Et t'as le temps encore Oui, oui, d'en oui. faire Et plein puis d'autres. d'ailleurs, j'ai sorti un épisode sur le Vietnam. J'ai sorti un épisode qui parle du Vietnam et qui parle aussi de l'Algérie. Donc depuis, j'ai eu le temps finalement aussi, par exemple, de parler de ce lieu signifiant pour moi dans dans d'autres épisodes. Mais oui, le fait d'avoir été éparpillé aux quatre coins du monde, être bloqué, je pense qu'en fait cette période-là, ça nous a vraiment fait ressentir à quel point les frontières existaient vraiment, parce que on avait l'illusion, parce que c'est une illusion finalement, que ces frontières n'existaient plus, parce que c'était tellement facile de monter dans un avion et puis dire allez ciao bye bye, je vais au Pérou pendant 3 semaines et puis je reviens, que on avait perdu un peu cette notion-là, cette notion des frontières, cette notion de la distance, euh, mais qui sont des notions importantes. Et je pense que peut-être c'était une erreur qu'on ait perdu de vue ces notions-là aussi à la base, hein. Mais en tout cas, vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup travaillé. Et je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. Et que dans cette période-là, les gens auraient sans doute peut-être plus de temps, mais plus d'écoute et plus l'envie de projets qui font voir un peu à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, je me suis lancé. Ouais, c'est génial. Bah, je vous invite vraiment à écouter, en tout cas déjà peut-être pour commencer, l'épisode bah, que tu as, euh, que tu as fait sur le Liban, sur Beyrouth. C'est l'épisode de... Je C'est le tout crois que c'est premier? l'épisode Non, c'est 4, pas... Beyrouth aux éclats. Il y a aussi Le temps d'un chant, donc l'épisode de décembre dernier, qui porte un petit peu sur le Liban. Euh, le nom du podcast, je ne suis même pas sûr de l'avoir donné. En fait, c'est des mots suspendus. Voilà, il est accessible aussi sur toutes les plateformes. Ok. Mais écoute, j'aimerais beaucoup que tu nous en dises... bah ouais, un petit peu plus sur ce que finalement ce voyage t'a apporté, même si on en a parlé quand même pas mal là pendant notre échange. Mais voilà, là, là rétrospectivement, qu'est-ce que ça t'a apporté sur le plan personnel, peut-être aussi professionnel? Je pense que ça m'a surtout donné confiance en moi pour me lancer dans un voyage et pour me lancer un petit peu dans l'inconnu sur le plan personnel. Parce que sur le plan professionnel, j'étais déjà amené à le faire. Euh, je voilà, me retrouver au beau milieu de Tokyo tout seul, ça m'est déjà arrivé, mais entre guillemets, j'avais pas le choix non plus. Euh, et là, C'est peut-être différent ouais, aussi dans c'est le cadre ça. du Il y a quand travail. même un cadre un petit peu plus, voilà. Ouais. Ici, quand même, quand j'y repense, je me dis, ouais, j'étais quand même culotté. Et en fait, ce serait aussi un conseil que je voudrais donner, de surtout suivre vraiment son désir, à la fois sur le pays qu'on choisit de visiter, parce que j'ai été tellement influencé dans mes choix de pays par ce que je voyais justement sur Instagram, sur les blogs de voyage, et puis les photos parfaitement cadrées, etc., etc. Mais en fait, ces pays-là, ils nous attirent peut-être pas tant que ça dans le fond. Est-ce que ce qui nous attire, c'est le fait de pouvoir, c'est un peu schématique, mais de pouvoir dire qu'on y allait, de pouvoir montrer qu'on y allait, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans nos tripes qui nous appelle? Et moi, le Liban, c'était vraiment ça. Et honnêtement, si j'avais écouté certaines personnes de mon entourage, je n'y serais pas allé, parce que j'aurais eu trop peur. Et quand je me suis retrouvé là-bas, je ne me suis jamais senti en insécurité. Et d'ailleurs, euh, une Libanaise m'avait dit
Ah bah tiens, moi quand je vais à Paris, à chaque fois je flippe, j'ai peur qu'on me vole mon sac à main. Et j'avais trouvé ça très marrant parce qu'en fait, tout est question de perception, tout est question de point de vue. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive de voyager dans un pays où, bon, on a ses préjugés, mais en fait, quand on est là-bas, on n'a pas forcément du tout ce ressenti qui peut être véhiculé par les médias ou autres, ou par les expériences ou les préjugés que les gens de notre entourage ont. Euh, donc je pense qu'il faut se lancer et vraiment choisir un peu les destinations qui nous appellent. Et puis après, sur le mode de voyage, je pense aussi que, pareil, se fier un peu à son envie du moment, à son intuition, c'est vraiment bien. Moi, maintenant, je fonctionne beaucoup comme ça. Et j'essaie aussi de ne plus faire 15 000 trucs pendant mon voyage pour vraiment bien m'imprégner de l'endroit que je visite. Parce que c'est ça qui crée vraiment une coloration un peu particulière sur un voyage. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça m'a autant marqué. Merci beaucoup pour ouais, de nous avoir apporté un petit peu ta vision sur ce pays qui est, en tout cas je pense, un peu trop méconnu et peut-être un petit peu Hmm. boudé. Et j'aimerais beaucoup qu'on conclue cet épisode, que tu encourages des personnes peut-être à oser partir en voyage solo et peut-être dans des destinations qui sont moins mises en avant. Et oui, et je dirais vraiment écoutez votre cœur. Où est-ce qu'il a envie de vous amener? Vraiment. Parce que pour moi, ce voyage, c'était ça. On le regrette vraiment pas. Bah écoute, merci beaucoup pour ton petit mot de la fin. Merci beaucoup à toi, Adèle. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.